Vincenzo Aiutino, le plus jeune tueur en série de France. Vincenzo Aiutino est un tueur en série français, le plus jeune à ce jour, qui a tué 3 jeunes femmes à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, avant de se faire arrêter. Il est également surnommé l'homme aux 50 affaires. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité le 6 mars 1988 et a été éligible à la libération en 2016. Fils de Domenico, un maçon sicilien, Vincenzo Aiutino naît le 10 mars 1970 dans la ville de Zofing, petite cité médiévale de la vallée de la Wiger en Suisse. Son père, déjà marié, rejette ce fils dès sa naissance et choisit de ne pas le reconnaître. Vincenzo va cependant vivre avec lui et part avec la famille pour la Belgique. Comme beaucoup de tueurs en série qui vont sévir, l'enfance brisée du jeune Vincenzo se dessine avec ce rejet, mais aussi par le viol de sa sœur âgée de 7 ans par ce même père dont il recherche l'affection. Un père brutal qui l'oblige notamment à manger ses excréments quand il s'oublie dans son lit. Au même âge, Vincenzo met le feu à l'appartement par rébellion, mais aussi pour attirer l'attention sur lui et ne quittera plus l'engrenage qui le conduira au trafic de drogue, au rix, au vol, à l'arrogance, à l'indiscipline et à la perversité sexuelle. Très tôt, il présente des problèmes à l'école et aura une scolarité des plus chaotiques. À la récré, il s'isole, ne se fait pas d'amis. Personne n'est invité chez lui et personne ne l'invite non plus d'ailleurs. Mais à 12 ans, il s'intéresse au foot et rejoint le stade de la ville le dimanche. Mais en fait, de foot, c'est dans les vestiaires qu'on le voit où il chaparde les effets des plus jeunes. C'est un gamin violent, voleur, asocial. À 14 ans, il est confié à une institution pour handicapés, alors que ce n'est pas vraiment là sa place. Et le voilà entre les mains de psychiatres et de psychologues, car il fait de l'exhibitionnisme. Quand il revient à l'institution, il en rigole et tourne cela à la dérision. Tout le monde passe, en fait, à côté de ses vrais problèmes. À 15 ans, il s'exhibe devant une jeune femme, alors qu'il est en stage sur un chantier. L'affaire, à l'époque, fait un tollé, et il est immédiatement renvoyé, bien sûr. Les médecins préconisent un séjour en établissement psychiatrique de quelques semaines, il en fera 2 en tout. À la sortie, il abandonne le lycée sans aucun diplôme, passe la frontière, vit de petits trafics et fréquente les bars où il laisse souvent éclater sa violence et s'exhibe devant les filles qui l'attendent à la sortie. Son adolescence va être ponctuée jusqu'au début de son âge adulte par des affaires de mœurs. Rien ne l'arrête. Il agit sans frein et commet plusieurs attentats à la pudeur ainsi que nombre d'outrages, notamment sur 4 femmes de Longwy. Certaines portent plainte et Aiutino est condamné à 3 ans, dont un ferme. Durant sa détention, il rencontre Marie-Antoinette Cala, une jeune divorcée, mère de famille, et se marie avec elle. Derrière sa belle gueule transalpine et une amabilité apparente, Vincenzo Aiutino cache en fait un homme machiavélique dénué de tout scrupule. Isabelle Nénan est domiciliée à Mercy-le-Bas, dans la région de Longwy. C'est une jeune femme, attachée commerciale de 20 ans, qui travaille pour l'agence commerciale de travail temporaire BIS, située dans le haut de Longwy. Elle quitte son collègue et part pour l'hypermarché d'Auchan, à Mont-Saint-Martin, où elle doit retrouver une amie avec qui elle a prévu d'aller déjeuner. Sur le parking, sur lequel elle vient de se garer, elle est abordée par un jeune homme. C'est Vincenzo Aiutino. Il l'attire sur un chantier à proximité en prétextant avoir apporté une charge lourde et lui fait remarquer qu'elle serait gentille de l'aider. Arrivé sur place, il commence à se dévêtir, s'exhibant avant de tenter de la violer. Elle lui résiste, il la frappe avec une barre de fer et la tue. À 15 heures, le collègue d'Isabelle, ne la voyant pas revenir, appelle ses parents. Ceux-ci déclarent la disparition de leur fille, mais les policiers pensent que la jeune femme va revenir après quelques jours et qu'elle a fugué. Le commissariat de Longwy découvre en effet qu'Isabelle traverse une période plus difficile que ses proches ne l'imaginaient, la raison, entre autres, tenant à un différend avec son fiancé. Bertrand le Nénan, lui, qui est le père, sait que ce n'est pas le genre de sa fille de partir ainsi sans prévenir personne et surtout de laisser son travail en plan. Il prend les choses en main et part enquêter par ses propres moyens. Il retrouve la voiture dans laquelle se trouve un sandwich non entamé sur le siège passager. Bertrand le Nénan est sur le champ convaincu que le créneau fait par la voiture n'est pas l'œuvre de sa fille, à laquelle il a appris à garer son véhicule les roues droites, ce qui n'est pas le cas sur les lieux. La police, sans plus d'indices, n'engage pas davantage de manœuvres. La famille, elle,
opère par contre ses propres recherches et trouve le 10 août le sac à main d'Isabelle au milieu d'un terrain vague, à proximité de l'endroit où a été retrouvée sa voiture. Les chiens renifleurs mènent tous aux abords d'un lac de décantation situé près de Mont-Saint-Martin. Après pompage des bassins, il n'y a malheureusement aucune trace d'Isabelle. Le 22 août, l'affaire est alors classée par la police et le 21 septembre par le juge, tous persuadés sur la base de témoignages qui affirment que la jeune fille a été aperçue dans la région de Metz, qu'il s'agit là d'une disparition volontaire. Le 13 septembre 1991, une jeune caissière de 21 ans, encore une Isabelle Christophe, du magasin Auchan où Vincenzo a enlevé sa première victime, est abordée par le jeune homme. Il utilise la même ruse qu'avec Isabelle le Nénant, l'aider à porter une charge jusqu'au chantier. Sur place, il l'emmène dans la cave du chantier et la viole avant de l'étrangler et de la tuer avec la barre de fer. Sa mère, qui a l'habitude d'avoir sa fille au téléphone, s'inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles. Elle appelle sa nièce et demande à celle-ci de se rendre à l'appartement voir s'il n'y a pas de souci. Quand la nièce arrive, elle ne peut que constater les lettres qui s'amoncellent sur l'escalier. Avertie, la mère fait appel aux pompiers pour enfoncer la porte. Quand ils arrivent sur place, ils se rendent compte que l'appartement est vide. Les policiers qui enquêtent mettent la main sur une lettre aux intentions suicidaires et s'y fient, sans faire de lien entre les deux disparitions. Comme pour la première fois, la famille de la victime n'est pas prise au sérieux. Le 20 octobre, deux chasseurs qui sont à la recherche de leur future proie animale passent à travers les taillis et découvrent, alors qu'ils se trouvent dans le bois de Turpanche, en Belgique, au lieu dit la Croix de la Missounia, un corps dénudé qui est dans un état de décomposition avancée et à moitié carbonisé. Il s'agit du cadavre d'Isabelle le Nénant, identifié grâce aux bijoux que le corps porte encore. Le médecin légiste relève une fracture du crâne probablement donnée avec un objet contondant. Cette fois, les policiers prennent l'affaire au sérieux et commencent à penser à un crime de type sexuel. Ils épluchent les dossiers des délinquants de la région et réduisent leur champ à 4 hommes. Parmi eux, le nom de Vincenzo Aiutino sort. L'homme, maçon, travaille justement sur un chantier proche de l'hypermarché Auchan. Le 2 décembre 1991, des inspecteurs de la SRPJ de Nancy se rendent sur le chantier et l'interpellent. Vincenzo nie les accusations mais fanfaronne sur ses antécédents, fier de son palmarès. Sa femme, avec qui il a eu un enfant, confirme son alibi, selon lequel ils étaient ensemble au moment des faits. Malgré de forts soupçons, mais manquant de preuves, la PJ relâche Aiutino après 10 heures de garde à vue. En effet, la comparaison des empreintes ADN n'existe pas encore. Le 25 février 1992, Bernadette Bourg, 40 ans, visiteuse médicale, sort de chez un praticien quand elle trouve le pneu de sa voiture avant dégonflé. Elle prend son cric et s'apprête à le réparer, quand un homme s'approche d'elle et lui propose son aide. Il s'agit bien évidemment de Vincenzo. C'est lui qui a crevé son pneu d'ailleurs. Voyant qu'elle a les mains sales, il lui propose de venir les nettoyer chez lui. Naïve, elle accepte. Arrivé chez Aiutino, celui-ci l'entraîne au sous-sol de son domicile, tente de la violer sans succès et finalement la tue. Il emmène le corps dans le bois de Buret d'Orval où il l'abandonne. Le soir, le compagnon de Bernadette s'affole. Bah oui, il ne la voit pas revenir et il prévient alors la police. La liste des visites de sa compagne en main, il contacte lui-même le dernier spécialiste chez qui elle s'est rendue, celui de Mont-Saint-Martin. Ce dernier lui confie que ce jour-là, dans la même salle d'attente que Bernadette, patientait un certain Vincenzo Aiutino, venu consulter pour une bronchite et que l'homme est parti. Le compagnon de Bernadette en réfère immédiatement à la police de Longwy et confirme l'information que Bernadette se trouvait bien ce jour-là à quelques lieues du domicile du maçon qui habite alors au 8 rue Joseph Labbé. La police se rend sur place, bien décidée à aller cueillir l'homme aux 50 affaires, mais à leur arrivée, personne n'ouvre la porte. Les voisins interrogés mentionnent aux agents la présence d'une femme dans l'après-midi chez Aiutino. Certains font part même d'un curieux manège. Vincenzo se serait en effet amusé à déplacer à plusieurs reprises une Peugeot 205, celle d'une certaine Bernadette Brou. La police décide de planquer en bas de l'immeuble et tente de lui tomber dessus quand il rentre, mais Vincenzo Aiutino, les remarquant, prend la fuite à bord de son 4x4. Il s'ensuit alors une course-poursuite qui va prendre fin à la frontière belge. Une commission rogatoire internationale est alors lancée pour solliciter la coopération des gendarmes belges. Entre-temps, le commissaire et ses hommes reviennent sur leurs pas et enfoncent la porte du domicile d'Aiutino pour y fouiller les lieux. Ils descendent dans la cave et y dénichent une scène macabre. Un espace aménagé avec canapé, chêne-ify, des traces de sang sur les murs, une montre de femme, un pull vert et une barre de fer, tous ensanglantés.
Vincenzo Aiutino, se sachant sur la sellette, s'est réfugié chez son père. Il a seulement 22 ans, et c'est là que les policiers belges vont le cueillir, à Aubange. Cette fois, il avoue rapidement tout, avant de se rétracter et d'accuser son père, Domenico. Puis il accusera son beau-frère, en se défendant d'être mêlé au meurtre. Il réussira par ailleurs à s'évader de la prison d'Arlon, en prenant en otage un gardien, mais sera repris quelques heures après. Ces accusations lui permettent de retarder son extradition vers la France, du moins jusqu'en 1993. Condamné d'abord en Belgique, à Liège, le 6 mai 1992, à 2 ans de prison ferme pour des attentats à la pudeur commis 4 ans plus tôt, le 6 janvier 1993, c'est au tour du tribunal correctionnel d'Arlon de le condamner à 3 ans ferme pour sa tentative d'évasion avec prise d'otage. Une peine qui sera aggravée en appel avec 5 ans ferme. Ramené en France en 1993, le procès à la cour d'assises de Nancy n'aura finalement lieu qu'en mars 1998. Les experts psychiatres qui sont amenés à l'expertiser diagnostiquent chez lui des troubles de la personnalité et une psychopathie. Ils le considèrent également pleinement responsable de ses actes. Devant le tribunal, Aiutino ne reconnaît que le meurtre de sa dernière victime, Bernadette Bourg, et rejette celui des 2 autres. Pour le meurtre de Bernadette, il se serait inspiré du film Le silence des agneaux et détaille sa manigance. Envahi par une pulsion dans la salle d'attente, il est sorti pour crever à pneus de sa voiture. Sa femme, Marie-Antoinette, qui assiste à son procès, n'en croit pas ses oreilles. Elle se lève d'un bond, et elle s'écrie en regardant les jurés. « Il faut qu'il dise la vérité, il l'a promis à son fils. S'il ne le fait pas, son fils sera déçu, il l'est d'ailleurs déjà. Il n'a pas tout dit, la vérité, un point final, c'est tout !» Un témoin raconte: « J'ai connu personnellement cette personne quand on était enfant. Il n'a jamais été bien net. Il a mis le feu à la maison familiale et sa sœur a été gravement brûlée et porte toujours les marques de ses blessures. Dès que quelqu'un le contrariait, il voulait lui nuire. Il voulait lui nuire. » De ce témoignage, Aiutino n'en a que faire. Il ose même, le 3e jour du procès, la main sur le cœur, compatir à la douleur des familles. Il est interrompu par le père d'Isabelle le Nénan. « Arrête! Arrête! Tu vois pas le mal que tu nous fais !» Tandis qu'une femme au bord des larmes crie « À vous, mais à vous donc !» Présenté comme un être manipulateur, séducteur et sournois, Vincenzo Aiutino alterne des périodes d'abattement et de volubilité. Tantôt il interrompt la présidente, trouvant qu'on se répète, qu'on tergiverse, qu'on perd du temps, que les témoins ont des trous de mémoire. Tantôt il interpelle le procureur général Charles Grimaldi en ironisant « Monsieur l'avocat général tient bien son rôle, bravo. Il est vrai que monsieur l'avocat général a 20 ans de théâtre derrière lui. » Le jury ne se laisse pas prendre à ses effets et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine incompressible de 18 ans, le 6 mars 1998, c'est-à-dire qu'il ne peut déposer aucune demande de remise en liberté au cours de cette période. Comme il a déjà effectué 5 ans de détention provisoire, sa libération s'avère être possible dès 2011. Mais en novembre 1998, il saccage 4 cellules de la maison d'arrêt de Nancy où il est enfermé et agresse plusieurs surveillants, ce qui lui vaut d'écoper de 5 mois de plus. À ce jour, Vincent Aiutino se trouve toujours à la prison d'Ensisheim, même si une rumeur a fait croire à sa libération en 2011. Ces demandes, justement, de libération ont toutes été rejetées, dont la dernière en 2016. Si jamais un juge le fait sortir un jour, on va monter au créneau, prévient déjà Bertrand le Nénan, le père d'Isabelle. C'est une personnalité qui reste extrêmement dangereuse. En guise de dédommagement et au vu des faibles revenus sur ses comptes, l'accusé, par l'intermédiaire de sa maison d'arrêt nancéenne, envoie des virements dérisoires, le plus souvent de 0,15 centimes, aux parents des victimes. Vincenzo Aiutino est un tueur psychopathe pervers de type organisé, qui prémédite ses actes et sélectionne ses victimes. Son enfance est typique de ce genre de tueur, avec un père tyrannique et une mère surprotectrice. Son modus operandi est toujours le même. Après avoir attiré les victimes dans un endroit discret, il les menace et s'exhibe devant elles, en leur proposant une relation sexuelle. Suite au refus, il les tue. Le fait qu'il ait répété 3 fois le même rituel avec le même résultat laisse penser que son but réel n'est pas le viol, mais le meurtre, qui a une connotation sexuelle très forte chez lui. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur le site psycho-criminologie.com.